Ça m'est revenu en tête. Et donc là, je lui ai dit non, notre objectif premier, c'est bien d'en parler, mais c'est pas la raison première de réaliser des études. Maintenant, si on montre effectivement que trop de médicaments sont utilisés, donc je ne sais pas moi, donc qu'il y a beaucoup trop d'antidépresseurs qui sont utilisés en Belgique comparé à d'autres pays, on doit se poser des questions. C'est pas normal. Mais le but, c'est pas de dire qu'on va faire des économies au niveau des médicaments, et voilà. Güngör Karakaya, je suis expert senior aux mutualités libres et je suis aussi chargé de cours à l'ULB. Donc je suis spécialisé dans les soins de santé et l'incapacité de travail. Donc nous effectuons énormément de travaux, d'études sur les soins de santé et l'incapacité de travail aux mutualités libres. Donc je suis aussi chargé de cours à l'ULB, donc je donne des cours en économie sociale et solidaire à l'ULB. L'incapacité de travail, plus spécifiquement l'incapacité de travail de longue durée, donc l'invalidité, l'incapacité de travail de plus de 12 mois, est un problème, je dirais, qui prend de plus en plus d'importance en Belgique. Aujourd'hui, nous avons plus de 450 000 personnes qui sont en incapacité de travail de longue durée. Et quand on compare la situation avec 1999, donc si on regarde deux périodes, donc 99, 2009 et 2009-2019, nous voyons donc que le rythme de croissance des personnes qui sont en incapacité de travail de longue durée, donc en invalidité, a fortement cru au cours des 10 dernières années. Donc de 1999 à 2009, l'augmentation a été de 36% des personnes en invalidité et de 69% entre 2009 et 2019. Donc un rythme de croissance qui est 2 fois plus important. Et donc il y a vraiment un intérêt, donc aussi bien pour les citoyens que pour la société en général, d'agir et de faire en sorte que de moins en moins de personnes se retrouvent en incapacité de travail de longue durée. Et donc, quand on regarde de plus près les données relatives à l'incapacité de travail de longue durée, on voit qu'il y a une augmentation fulgurante, assez importante chez les femmes comparée aux hommes. Donc, le taux d'invalidité est passé de 4% en fin des années 90, donc en 96, 97, à aujourd'hui plus de 11%, donc un taux qui a pratiquement triplé, donc en un peu plus de 20 ans, alors que chez les hommes, ce taux d'invalidité a augmenté d'environ 50%. On est passé de 5,5% à aujourd'hui un peu plus de 7%. Donc il y a vraiment un problème important, enfin en tout cas beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. Et cette augmentation importante de l'incapacité de longue durée, comme je l'ai déjà dit, donc elle est très importante, surtout très importante après les années 2005, 2006, voire même après la période de crise économique et financière. Mais on ne peut évidemment pas directement lier ce problème à la crise financière et économique. C'est un facteur parmi d'autres qui peut certainement contribuer à expliquer l'augmentation importante de l'incapacité de travail de longue durée. Et quand on regarde encore de plus près donc les diagnostics, donc les raisons pour lesquelles les personnes se retrouvent en incapacité de travail, nous voyons que donc les troubles psychosociaux, donc les troubles mentaux et du comportement, le burn-out, le surmenage, et aussi donc les maladies musculo-squelettiques, donc les maladies ostéo-articulaires, les maladies des muscles, donc constituent les 2 blocs les plus importants de diagnostic d'entrée en incapacité de travail. Donc ces 2 groupes expliquent environ les 2 tiers des entrées en incapacité de travail. Et quand on regarde donc par genre, par sexe, on voit que les problèmes psychosociaux sont beaucoup plus importants chez les femmes que chez les hommes. L'augmentation, comme je l'ai dit, de l'incapacité de longue durée observée au cours des 10 dernières années s'explique essentiellement par l'augmentation, essentiellement chez les femmes, des troubles psychosociaux et aussi des troubles musculo-squelettiques qui touchent aussi dans une proportion relativement importante aussi les hommes. Et donc il y a vraiment un intérêt d'agir, d'éviter que ces personnes se retrouvent en incapacité de travail. Lorsqu'elles sont en incapacité de travail, de bien les accompagner, de bien les suivre, de les réintégrer sur le marché de l'emploi, évidemment si elles en ont les capacités.
C'est une étude rétrospective qui est basée sur les données des mutualités libres qui contiennent plus de 2 millions de personnes parmi leurs affiliés. Donc il s'agit d'une étude qui porte aussi, donc, comme je l'ai dit, sur les diagnostics médicaux à l'entrée en incapacité de travail, après 6 mois d'incapacité de travail et à l'entrée en invalidité, donc après 12 mois d'incapacité de travail. Et donc on a suivi ces diagnostics médicaux pour voir comment est-ce que la proportion des diagnostics d'entrée en incapacité de travail évoluait tout au long de la période de 12 mois d'incapacité de travail. Donc on remarque qu'il y a plusieurs explications possibles à cette évolution de l'incapacité de travail de longue durée. Donc d'une part, nous avons le prolongement de l'âge de la retraite légale, donc chez les femmes, qui est passé de 60 à 65 ans de manière progressive entre 1997 et 2009. Donc une augmentation d'une année tous les 3 ans, donc d'une année de l'âge d'entrée en pension tous les 3 ans. Et donc en 2009, l'âge légal d'entrée à la retraite des femmes est passé à 65 ans comme les hommes. Donc ça c'est un facteur. Alors à côté de ça, il y a d'autres facteurs. Donc on parle aussi souvent des vases communicants au niveau de la sécurité sociale. Donc si on met trop de pression ou si on durcit les conditions d'accès au chômage, à la pension et à la prépension, donc on reporte en quelque sorte le problème ailleurs, et donc on augmente le nombre de personnes susceptibles de se retrouver en incapacité de travail. Donc je m'explique, une personne qui avait par exemple la possibilité de quitter relativement tôt le marché du travail via un plan de prépension ou une pension anticipée à l'âge de, par exemple, 60 ans. Mais aujourd'hui, elle aura plus de mal à quitter le marché du travail parce que voilà, donc il y a eu des durcissements des conditions d'accès au programme de pré-retraite, aux pensions anticipées. Et donc cette personne est forcée en quelque sorte de rester sur le marché du travail et de continuer à travailler. Et donc forcément, on augmente donc en maintenant ces personnes plus longtemps sur le marché du travail. Évidemment, on accroît aussi donc le risque que ces personnes se retrouvent en maladie, donc en incapacité de travail. Donc ça, c'est un autre facteur. Avec les données d'incapacité de travail pour les allocations, hein, donc les remboursements, donc les revenus de remplacement. Et donc on remarque qu'entre 2012 et 2019, en tout cas pour la période sur laquelle on a réalisé nos analyses, on remarque qu'il y a une diminution assez importante des allocations de chômage, la masse d'allocations de chômage allouées aux chômeurs en raison de la diminution du nombre de chômeurs durant la période 2012 à 2019 et une augmentation de nombre de personnes qui se retrouvent en incapacité de travail. Donc une augmentation des indemnités d'incapacité de travail qui sont donc payées aux personnes qui se retrouvent en maladie. Et quand on somme ces deux montants en 2012, donc les allocations de chômage et les indemnités d'incapacité de travail, aujourd'hui on se retrouve au même montant, donc en sommant toujours donc les allocations de chômage et donc les indemnités. Donc il y a vraiment un shift, donc un déplacement, donc comme je l'ai dit, donc une pression plus importante d'un côté, donc au niveau du chômage, qui augmente donc le recours aux allocations, aux indemnités d'incapacité de travail. Et donc les chiffres montrent clairement que ce phénomène est présent. Donc à côté de cela, il y a aussi, comme je l'ai dit, donc l'évolution importante des troubles psychosociaux, du burn-out, hein, donc de la dépression, plus particulièrement chez les femmes. Et quand on regarde de manière plus détaillée nos données et aussi d'autres données, des données externes aux données des mutualités libres, aux données donc administratives des mutualités libres, on voit aussi que certains secteurs sont beaucoup plus impactés par donc l'incapacité de travail, des secteurs qui sont beaucoup plus occupés par des femmes, donc des secteurs beaucoup plus précaires, des secteurs avec des emplois ou des horaires de travail atypiques, des emplois à temps partiel, des emplois précaires. Et donc cette précarité au niveau de l'emploi peut aussi contribuer à expliquer l'évolution importante de l'incapacité de travail de longue durée chez les femmes.
Donc voilà, c'est multifactoriel, il y a énormément de facteurs. Ici, j'en ai cité quelques-uns. Donc il y a aussi le vieillissement démographique de la population. Donc on remarque que l'âge moyen de la population active a augmenté d'1 an, 1 an et demi au cours des 15-20 dernières années. Pourquoi est-ce qu'on aurait beaucoup plus de femmes qui se retrouvent en dépression avec des problèmes d'anxiété beaucoup plus importantes, donc toujours par rapport aux entrées en incapacité de travail? Pourquoi elles sont plus nombreuses à entrer en incapacité de travail pour ces motifs comparées aux hommes, et aussi beaucoup plus nombreuses en nombre que les hommes? Donc, comme je l'ai dit, donc nos études ne nous permettent à l'heure actuelle pas de répondre clairement à cette question, mais si on se base sur des travaux qui portent sur le marché du travail, sur des travaux qui se chargent d'évaluer ce qui se passe au niveau du marché du travail, les discriminations de genre, etc. Donc nous voyons effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc que certains secteurs sont beaucoup plus occupés par des femmes, des secteurs qui peuvent être beaucoup plus précaires, des secteurs avec des horaires donc atypiques, des horaires décalés, des horaires beaucoup plus flexibles, des horaires moins atypiques, moins spécifiques, donc beaucoup plus importants chez les femmes comparé aux hommes, donc des emplois beaucoup plus précaires, des emplois moins bien payés. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent à ce sujet que voilà, donc aujourd'hui, quand on compare les salaires des hommes et des femmes, le salaire moyen et médian des hommes et des femmes, donc on voit que les salaires des femmes sont beaucoup plus faibles que le salaire moyen et médian des hommes. Donc il y a toute une série de facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc il y a le volet marché du travail, des emplois, des secteurs beaucoup plus précaires et beaucoup plus où il y a une présence beaucoup plus importante de femmes. Alors il peut aussi y avoir d'autres facteurs, peut-être un peu plus délicat à expliquer. Voilà, c'est une réalité. Donc des femmes qui auraient peut-être beaucoup plus de mal à combiner vie privée et vie professionnelle comparée aux hommes. Mais voilà, donc pour répondre à ces questions de manière objective et de manière formelle, il faudrait vraiment mettre en place des enquêtes pour avoir pour objectiver donc ce qu'on peut lire dans des articles scientifiques, ce qu'on peut lire dans la presse, ce qu'on peut lire ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment important de compléter, je dirais, nos analyses basées sur des données administratives, de remboursement de mutualité, de remboursement d'indemnité, d'incapacité de travail, de remboursement de soins de santé et de mutualité, avec des données autres que des données administratives, donc des données qui proviendraient d'enquêtes ou des données externes. Dans le courant de l'année 2021, donc cette année, on va également mener des études, des analyses sur la santé mentale. Donc on va analyser plus spécifiquement l'utilisation de certaines prestations de soins, telles que les médicaments, certains médicaments, donc les antidépresseurs, les antipsychotiques, les médicaments anxiolytiques, hypnotiques, calmants, les médicaments relaxants, etc. Tout en sachant qu'on ne dispose pas de ces données dans nos bases de données. Mais voilà, donc l'idée, c'est de voir si on peut mettre en place une collaboration avec des organismes ou des organisations qui disposent de ces données. Et donc, l'objectif principal de cette étude va évidemment être de répondre à des questions de santé publique et de voir si donc ce problème de santé mentale ne se reflète pas aussi dans nos données d'utilisation de soins. Et de voir si, donc que ce soit durant la période de confinement, mais également donc la période avant Covid, avant crise sanitaire, donc avant confinement, donc avant mars 2020, donc de voir si effectivement cette utilisation d'antidépresseurs, d'antipsychotiques, donc de médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux et du comportement, n'a pas augmenté en parallèle avec l'augmentation de l'incapacité de travail.